Bonjour à tous, bienvenue au Salon Prime Vert. Merci d'être venus pour cette nouvelle édition, 37e édition de Prime Vert. Merci de venir dans cette salle Lumière 7 pour accueillir nos invités, donc Philippe Mérieux et Daniel Ibanez, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Quelques consignes avant de vous donner la parole. Donc, c'est une conférence d'1h30 avec une demi-heure de présentation, 1 heure d'échange avec vous pour répondre à vos questions, échanger sur le sujet de la République et de l'écologie. Petite consigne, cette conférence est enregistrée. Donc, pour les questions, pensez bien à demander le micro de façon à ce que ça soit bien audible. Merci d'éteindre vos téléphones portables. Ça sera plus agréable pour les voisins. Et puis, que vous dire d'autre? Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc, je vais laisser la parole à Philippe et Daniel pour à la fois se présenter, puis présenter leur sujet. Ils peuvent voilà, s'installer. Bienvenue et merci. Bon, moi je m'appelle Daniel Ibanez. Je suis un républicain engagé, tiens, pour entrer dans le vif du sujet. Je suis engagé sur plusieurs combats environnementaux et sociaux. Et on a eu l'idée avec Philippe d'échanger un petit peu sur ces relations entre le droit et les principes et valeurs de la République et notre environnement et nos combats pour l'environnement et pour le climat. Et donc, on se retrouve là pour converser, c'est-à-dire que ni moi ni Philippe n'allons interviewer l'autre, mais on vous propose de dialoguer ensemble. Bonjour à toutes et tous. Donc, Philippe Mérieux, moi je suis actuellement universitaire retraité, émérite. J'ai consacré beaucoup de mes engagements à la question de l'éducation, à la fois scolaire, mais aussi dans le domaine familial, et puis également beaucoup dans le domaine associatif. Actuellement, je préside une association d'éducation populaire qui s'appelle les CEMEA, qui est une association très engagée dans le domaine de l'éducation populaire, mais aussi dans celui de l'environnement, dans celui de l'écologie, et qui veut essayer de retrouver un certain nombre de principes forts qui nous guident en matière éducative et qui peuvent nous éclairer aussi pour parler un petit peu de l'avenir du monde et de celui de nos enfants. Voilà. Et j'ai accepté volontiers la proposition de Daniel. Nous nous sommes croisés, nous ne sommes pas sur le même champ. Daniel a beaucoup travaillé, on en parlera, sur des questions environnementales et s'est investi beaucoup sur la question du Lyon-Turin. Moi, je me suis investi sur d'autres champs que je considère comme tout à fait fondamentaux pour l'écologie et pour l'avenir du monde. Et on va essayer de dialoguer ensemble autour de cela. Et c'est Daniel qui a eu l'idée de démarrer cette rencontre à partir d'une citation qu'il a récupérée dans un dialogue récent et qui pose la question du rapport entre les intérêts individuels et le bien commun. Comment tout ça peut s'articuler pour permettre l'émergence et le combat pour une république écologique. Alors, cette phrase, elle est assez simple et donc on va commencer par un échange avec la salle, comme ça on n'aura pas perdu de temps. Est-ce que sortir de cette société de consommation, c'est poser des contraintes à nos libertés individuelles? Je pense qu'il faut assumer de dire oui dans une certaine mesure. Ou autrement dit, la protection de l'environnement passe par des contraintes sur nos libertés individuelles. On pourrait faire un interrogatoire pour savoir qui a dit ça. Alors, ce n'est pas M. Darmanin. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Alors, peut-être une question à la salle, tout de suite. Que pensez-vous de cette idée de contraintes sur les libertés individuelles pour protéger l'environnement? Vous levez la main pour que le micro circule. Oui, il y a une demande de prise de parole là-bas. Et bien sûr, ceci en relation avec les questions d'éducation et de formation à la citoyenneté qui sont aussi au centre de notre réflexion cet après-midi.
Oui, bonjour. En fait, on a déjà vécu récemment cette notion de contraction, de restriction de nos libertés individuelles avec le Covid qui est passé par là. Et du jour au lendemain, je dirais effectivement, on était extrêmement contraints dans notre sphère de liberté. Alors c'est vrai que probablement c'était une frustration, on va dire, personnelle, mais qui s'est rapidement ralliée, si vous voulez, sur une extension de la pérennité du pays ou même de la région dans laquelle on était, parce qu'on voyait qu'on était un maillon potentiel de contagion, si vous voulez, avec le virus ou avec l'étranger qui nous guettait. Donc on peut effectivement imaginer, et en mettant cette expérience récente également à contribution de l'environnement, qu'on peut aussi naturellement être appelé à contribution pour pouvoir effectivement sortir d'un guêpier dans lequel nous sommes déjà bien fourrés. Merci. 2 ou 3 autres personnes qui ont demandé la parole, toujours autour de cette articulation contrainte, liberté, bien commun. Oui, je dirais que c'est pas tellement une contrainte pour nos libertés, puisqu'on a l'habitude, il y a des conventions en société, on ne fait jamais tout ce qu'on veut, mais je dirais plutôt que c'est une contrainte pour le capitaliste de pouvoir faire tout ce qu'il veut avec son argent, de pouvoir polluer avec la nature, de ne pas en payer la conséquence. C'est surtout lui qui va être contraint par ça, et pas nous, parce qu'on a l'habitude de ce genre de choses. Oui, madame, au premier rang. Moi, ça me fait penser aux suspendus. Le 11 mars, il y a un rassemblement à Lyon pour se joindre à leur voix. On est le seul pays en Europe à ne pas avoir réintégré les suspendus. Peut-être préciser pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien. Alors, les suspendus, c'est les personnels soignants et autres personnels qui ont refusé le vaccin. Au moment du Covid, hein, c'est ça? Oui. D'autres prises de parole? Oui, Véronique au deuxième rang. Et puis, derrière. Moi, ce qui m'interroge, c'est la question de la liberté. Est-ce que actuellement, la liberté, elle est vraiment de l'autodétermination, ou est-ce qu'elle est liée au choix qu'on nous amène à faire par la société qui nous entoure? Donc, c'est peut-être une autre forme d'organisation plutôt qu'une privation de liberté. Merci. Je crois que derrière, il y a monsieur qui a demandé la parole, puis tu enchaîneras. Je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Et pour aller vers cette perspective d'éducation, effectivement, si on est dans une visée humaniste de l'éducation, bien au contraire, on va vers la liberté intérieure et des individus, et on s'extrait d'une certaine façon de ce système, cette société qui est plutôt aliénante aujourd'hui. Bien, alors, moi, ce qui m'a paru intéressant dans cette phrase prononcée lors d'un débat sur la protection de l'environnement, de la planète, c'était justement cette contrainte sur les libertés individuelles qui devait être assumée. Et c'est quelque chose qui est finalement assez communément admis. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait des limites. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a appelé cette question qu'on pose aujourd'hui, quels sont ces principes fondamentaux de la République? C'est qu'il y a une définition en République du mot liberté. Je ne sais pas où est-ce vous savez où est-ce qu'on la trouve? On la trouve à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller dans le Larousse. Il faut aller à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, je précise ça parce qu'à chaque fois qu'on parle de la Révolution, alors soit on trouve que c'est trop vieux, soit on trouve qu'il y avait la guillotine, alors merci bien. Je rappelle que le 26 août 1789, c'est vraiment juste après le 14 juillet 1789 que le roi est toujours là pour quelques années encore et que donc on n'est pas du tout dans la guillotine, mais on est dans un texte qui vient du siècle des Lumières, des philosophes des Lumières, etc. Et donc, ce texte, contrairement à ce qu'on pense, il est extrêmement actuel pour une raison très simple, c'est qu'il fait partie du bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire que notre Constitution renvoie à un préambule de la Constitution qui est constitué par 3 textes. Vous les connaissez? Alors, je les cite. Premièrement,
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Deuxièmement, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Et troisièmement, la Charte de l'environnement de 2004, qui a été promulguée en 2005. Je dis ça parce que, premièrement, l'égalité homme-femme, c'est le premier considérant du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de question sur l'égalité homme-femme. Elle est constitutionnelle au titre du bloc de constitutionnalité. Et je dis aussi l'importance de ce texte qui est projeté là, c'est-à-dire que sous la Troisième République, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité parce qu'on considère que c'est un texte qui est intéressant mais qui n'a pas de portée universelle. Et pourtant, quand on lit le premier article, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'étoile jaune en 40, ni de déportation du Veldiv en 42. Et donc, vous voyez bien que ce texte a une vraie portée universelle, extrêmement politique et extrêmement nécessaire. Alors, la définition du mot liberté, elle est très simple dans l'article 4. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas. C'est pour faire son effet, tu sais ce que c'est. On essaye de faire le suspense. Hein. Donc, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ce qui est un peu différent de la définition communément admise dans les cours d'école. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On a un peu l'habitude d'entendre cette phrase, je sais pas, vous avez sans doute entendu cette phrase souvent, et en fait c'est vraiment différent. Parce que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, ça veut dire que ta liberté s'arrête au moment où je te dis « Aïe, tu m'as marché sur le pied ». Alors que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, c'est quand je cours dans la rue, je dois faire attention à ne pas percuter les autres. Vous voyez, c'est en fait la responsabilité de l'exercice de la liberté est vraiment celle de l'acteur. Et là où il est intéressant de parler de la Charte de l'environnement, et j'en finirai avec ça, vous m'excuserez d'avoir été un peu long sur ce préambule, c'est que la Charte de l'environnement va créer dans ses considérants une indissociabilité entre la survie de l'espèce humaine et son environnement. Et que ce qui est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789 ne tient pas compte du fait, du contexte, de l'environnement, parce qu'on n'est pas dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Que va nous apporter ce considérant de la Charte de l'environnement et cette indissociabilité? C'est que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et à l'environnement, sinon on nuit à autrui, puisqu'on a une indissociabilité. Et là où c'est intéressant, c'est que, pour revenir à notre phrase du début, c'est qu'en fait, le mot liberté en lui-même contient la notion intrinsèque de prise en compte de l'environnement et d'autrui, et que donc, contraindre la liberté revient à ignorer le sens premier du mot. Je te laisse apprécier si je n'ai pas dit trop de bêtises pour laisser mère. Non, pas du tout, mais tu viens d'évoquer cette question de la liberté à travers des textes fondateurs, des textes juridiques fondateurs qui sont fondamentaux et sur lesquels nous devons à la fois revenir en permanence et ne jamais transiger. Je pense que c'est absolument essentiel pour nous et ça constitue un socle pour notre militance. Ton approche reste néanmoins une approche juridique et elle a toute sa légitimité en tant qu'approche juridique. Moi, je suis plutôt du côté de l'évolution de l'humain dans toutes ses contradictions et sa complexité. Et ce n'est pas toujours facile de rendre compatible l'approche juridique et l'évolution de l'humain dans sa complexité. Par exemple, je vous donne un exemple extrêmement simple. La veille de ses 18 ans, quelqu'un n'a pas le droit de voter, le lendemain, il a le droit de voter. Il ne se passe rien dans la nuit de ses 18 ans. Il ne reçoit pas une espèce de Saint-Esprit républicain qui lui donne la conscience des enjeux de l'avenir de la République. En même temps, on sait bien que des enfants de 14 ans peuvent avoir parfaitement la capacité de se construire un jugement sur ce qui se passe dans la cité, alors que des gens de 70 ans peuvent être parfois un peu ignorants et dans une forme de cécité politique. Et donc, on a à la fois besoin radicalement de principes de droit
Hannah Arendt a bien montré que la césure qui permet d'entrer dans la majorité est quelque chose sans quoi il n'existerait pas de démocratie, puisque ça voudrait dire qu'il y a des gens qui décideraient de ceux qui ont le droit de voter et d'autres, et donc ça serait de la dictature. Donc nous avons besoin d'une césure. 18 ans, c'est impératif, et les autres césures, 16 ans pour d'autres responsabilités, etc., sont impératives. Mais en même temps, nous devons dire que l'humain ne peut pas se réduire au juridique dans ses définitions à la fois catégorielles et dans ses définitions formelles. Alors, sur cette question de la liberté, justement, moi, en tant que pédagogue, ce qui m'intéresse est la façon dont je retentis à la définition que tu viens de donner. J'ai le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Oui, sauf que j'ai parfois envie de faire des choses dont je ne sais pas tout de suite qu'elles vont nuire à autrui. Oui, mais j'ai parfois la volonté de faire des choses tout en assumant le fait qu'elles vont nuire à autrui. Il y a donc des choses auxquelles je dois renoncer. Et donc, cette définition de la liberté ne signifie pas l'abolition d'une forme de renonciation à ce qui ne relèverait pas de la liberté, mais plutôt du caprice. Alors peut-être on peut revenir en amont sur quelque chose de très basique, je m'excuse, hein, de vraiment très élémentaire. Un enfant qui naît, qui sort du ventre de sa mère, il sort d'un état où il était logé, nourri, blanchi. Il avait satisfaction à toutes ses pulsions et à tous ses besoins. Échauffé. Échauffé. Il avait satisfaction à toutes ses pulsions et tous ses besoins. La naissance, c'est l'entrée dans l'insatisfaction, dans une forme de souffrance et de nécessaire frustration. Naître, c'est avoir faim et ne pas avoir tout de suite à manger. C'est avoir soif et ne pas avoir immédiatement à boire. C'est avoir envie d'être tenu dans les bras par ses parents, et ses parents ne sont pas là, ils sont occupés à autre chose. Et donc, naître, c'est découvrir que ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le corps primaire, ce qui génère nos caprices, ne peut pas être satisfait immédiatement et d'une manière systématique. C'est donc entrer dans une certaine forme de frustration. Et j'emploie volontairement le mot que tu as toi-même employé, frustration. L'enfant, il va découvrir qu'il peut être frustré au regard d'un certain nombre de ses désirs, on va dire plutôt de ses pulsions ou de ses caprices, puisque on peut réserver le mot désir à quelque chose d'un peu différent. Et comment l'enfant va-t-il accepter qu'il doit renoncer à un certain nombre de ses pulsions immédiates? Parce que ses parents lui disent à la fois « tu dois renoncer à tes pulsions immédiates », mais ils lui disent autre chose. « Mais nous te promettons que nous ne t'abandonnerons jamais et de cela, sur cela, nous ne transigeons pas. » C'est-à-dire que la frustration n'est tolérable que s'il y a en parallèle une promesse. La promesse de ne pas être abandonné. La promesse de quelque chose qui représentera à terme une satisfaction plus grande que n'a représenté la douleur de la frustration. Et ça, pour moi, ça me paraît très important en tant qu'éducateur et en tant qu'écologiste, simultanément. C'est l'idée qu'il y a nécessairement dans le vivant des frustrations dans notre vie personnelle, psychique, matérielle, mais que ces frustrations ne sont tolérables que si elles sont articulées à des promesses. Et pour moi, écologiste, s'il y a des contraintes, alors je dirais non pas à la liberté, mais des contraintes aux caprices individuels, aux intérêts individuels, elles ne peuvent être posées, ces contraintes, que sur le fond d'un récit de promesses qui donne la possibilité aux gens de percevoir que leur frustration n'est pas simplement une souffrance du moment, qu'elle est aussi une préparation d'un avenir collectif dans lequel ils vont pouvoir s'inscrire positivement. Alors si je traduis ça, moi, dans le domaine très bête de l'éducation, même de l'éducation scolaire et de la formation, je dirais quelque chose de très simple. C'est qu'un des enjeux majeurs de l'éducation aujourd'hui, c'est de faire entendre à nos enfants qu'il n'y aura plus de bonheur
à partager l'inépuisable qu'à consommer l'épuisable. Voilà. Nos enfants sont assommés, matraqués en permanence par une idéologie dominante, celle du capitalisme pulsionnel, qui leur dit « fais ton caprice, ça fait marcher le commerce ». Les enfants sont en permanence soumis à cette injonction de la consommation permanente. Et ils ont intériorisé pour beaucoup l'idée que c'était là leur satisfaction et que c'était là la promesse que leur faisait la société adulte. Et notre enjeu aujourd'hui, nous autres écologistes, moi écologiste et éducateur en même temps, c'est de trouver des moyens de dire à nos enfants « il y a plus de satisfaction à partager ce qui ne s'épuise pas qu'à se battre pour consommer ce qui s'épuise. Ce qui s'épuise, c'est le pétrole. Voilà. Ce qui ne s'épuise pas, c'est la culture. » C'est pour ça que, pour moi, il y a deux questions écologiques fondamentales, celle de l'énergie et celle de la culture. Parce qu'on ne baissera la consommation d'énergie, c'est-à-dire la surenchère de consommation dans laquelle nous sommes engagés et qui détruit le monde, que si on le fait sur la promesse d'une autre satisfaction, qui est la satisfaction non pas d'une consommation, mais d'un partage, et d'un partage de quelque chose qui, quand on le partage, ne s'épuise pas. Parce que quand je transmets ce que je sais, quand je partage la culture, eh bien, ce n'est pas parce que je la partage que j'en ai moins. Quand je prends beaucoup d'un gâteau, il en reste moins pour les autres. Quand je prends beaucoup de culture, je peux beaucoup en donner, il y en a encore plus pour les autres. Et donc cette idée pour moi fondamentale, au cœur de l'éducation, c'est de dire une société définie et se définit à travers la manière dont elle dit à ses enfants « où trouverez-vous votre plaisir ?» Le plaisir, vous allez le trouver où? Vous allez le trouver parce que vous êtes d'accord, vous allez succomber aux injonctions du capitalisme pulsionnel et de la publicité, ou vous allez le trouver ailleurs. Et pourquoi moi je me bats en disant l'écologie et l'éducation sont absolument inséparables? C'est parce que si on dit à nos enfants, vous ne pouvez pas trouver votre plaisir dans la consommation et dans la surenchère consommatoire, il faut leur dire où ils peuvent le trouver. Il faut leur dire qu'ils peuvent le trouver dans un certain type de relation aux autres, dans un partage de contenu culturel qui leur donne une vision beaucoup plus extraordinaire de la vie, et dans le plaisir extraordinaire que donne la capacité de se découvrir identique avec d'autres qui sont différents. Voilà. Et si nous ne sommes pas capables de dire ça, pour reprendre la citation, les contraintes aux libertés, on va dire les contraintes aux caprices, elles ne seront pas acceptées. Elles ne seront pas acceptées. Donc ce dont nous avons besoin, c'est bien d'une forme de récit d'espoir. Oui, il y a des frustrations. Il y en a dès la naissance et nous devons les vivre, ces frustrations. Oui, il y a des frustrations et en particulier, il y a une frustration fondamentale qui constitue l'humain, c'est ce que dit Camus quand il dit « un homme, ça se retient », c'est le sursis à l'acte. C'est une frustration. Je sursois à l'acte. J'ai envie de taper. L'humain, c'est celui qui se pense capable de sursoir à l'envie de taper. Pourquoi? Pour parler, pour réfléchir, pour échanger, pour se documenter, pour faire des tas d'autres choses. Et sursoir, c'est être frustré. Sursoir à la réaction immédiate, c'est être frustré. Et aujourd'hui, c'est très difficile de sursoir à la réaction immédiate. Beaucoup d'enfants dans les classes, moi je les appelle des enfants bolides, des enfants javelots, des enfants boilos. Ils partent au quart de tour, ils ne savent pas suspendre. Il y a quelque chose qui les agace, qui les énerve, ils partent. Dans une classe, il y en a un qui, avec son pied, touche le pull de celui qui est devant. L'autre se lève, lui parle de sa mère et ça dégénère très vite dans une situation tout à fait incontrôlable. Il est dans le passage à l'acte. Le passage à l'acte. Or, si on veut sursoir au caprice, et au caprice de la consommation en particulier, il faut sursoir au passage à l'acte. Et donc, il faut entrer dans un autre rapport à la temporalité. À la temporalité. Il faut prendre le temps de réfléchir. Et donc, pour moi,
ce que dit Daniel quand il évoque le bien commun républicain est inséparable d'un projet éducatif qui est celui du passage, alors je vais dire 2 mots rapides, du réflexe à la réflexivité. C'est-à-dire du passage, on va dire, du caprice à la réflexion. Le passage de la pulsion immédiate, j'ai envie, je veux et j'aurai de toute façon, à la réflexion, eh ben, est-ce que ça nuit à autrui? Parce qu'il faut se poser la question. Il ne suffit pas de définir la liberté comme ce qui ne nuit pas à autrui. Il faut être capable de se poser la question de si ça nuit ou non à autrui. Voilà, je m'arrête là, j'ai trop parlé. Ben, tu m'as inspiré une petite réflexion. Je parle sous ton contrôle. Il y a un dicton stupide qui dit « la culture, moins on en a, plus on l'étale ». Vous connaissez tous ça. Et en fait, tu viens de déconstruire ça en disant « la culture, plus on en a, plus on la partage ». Et donc, je trouve que c'est déjà une belle remise à niveau de la nécessité culturelle. La deuxième chose, par rapport à cette question de qu'est-ce qui nuit à autrui et qui ne nuit pas à autrui, moi je trouve que franchement les philosophes du 18e sont lumineux. Je trouve qu'on dit les lumières. Et en fait, c'est la deuxième partie de la définition du mot liberté. Parce que là, j'ai donné la première petite phrase. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais il y a une phrase derrière que je vous laisse lire, mais que je relis pour ne pas la tronquer. Ainsi, l'exercice des droits naturels, dont la liberté, bien évidemment, de chaque homme, n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Et ça, c'est intéressant puisqu'on a la réciprocité. Et alors, puisqu'on parlait d'environnement et de droit fondamental, je me suis servi de ça, moi, dans un recours au Conseil d'État contre les dérives de pesticides. Ça nous ramène un petit peu à la légitimité républicaine et à cette histoire. Et je me souviens, j'ai eu des rendez-vous avec des syndicats de viticulteurs, avec des chambres d'agriculture, et j'ai dit, on a un problème sur les dérives de pesticides. Ce que tout le monde va comprendre ici, j'imagine. Ouais, vous, les écologistes et tout. J'ai dit, oula, moi, je ne suis pas écologiste, moi, je suis républicain. Si tu as le droit de faire dériver tes produits phytopharmaceutiques, pour utiliser le mot de la réglementation européenne, à l'extérieur du terrain où tu les utilises, alors je peux peindre mon grillage qui a quelques trous, puisque c'est un grillage, avec mon pistolet à peinture, et tes maïs ou ton vin vont en prendre plein la gueule aussi. Mais en fait, j'ai utilisé les mêmes droits, et la borne de ton droit à pouvoir dériver m'autorise à avoir ma peinture qui dérive sur tes cultures. Parce que finalement, c'est quand même la même chose. Tu vas déposer des produits chez moi, je vais déposer des produits chez toi. Et finalement, dans cette gestion du caprice et de ce sursis à agir, cette deuxième phrase, finalement, est assez intéressante parce qu'en tous les cas, dans les discussions que j'ai eues avec la FNSEA et que j'ai eues avec les chambres d'agriculture, de fait, quand vous dites, mais moi, j'applique juste, si vous êtes républicain, moi je suis républicain, on va s'entendre sur la loi de la République, ça date de 1789, le Code civil de 1804, on a tous eu le temps de s'habituer, donc on va pouvoir s'entendre ensemble. Et finalement, dans nos combats environnementalistes, dans nos combats écologistes, le fait d'être légitimé par un principe fondamental de la République fait que la discussion, finalement, redevient un petit peu sur des questions non pas de sachants par rapport à des gens qui seraient des hurluberlus. Et finalement, on a là une vraie réponse quand on dit « nous sommes républicains », puisque nous préservons l'environnement, qui est de dire « vous ne pouvez pas me traiter d'ayatollah de l'écologie ou de djihadiste vert, je suis républicain ». Si vous êtes républicain, discutons sur les bases de la République. Et là se pose la question, qui connaît ces bases de la République, ces principes fondamentaux, ces valeurs fondamentales? Et on bloque assez rapidement. Je ne sais pas, est-ce que parmi vous, combien parmi vous plutôt, on va vous poser la question comme ça, se sentent capables de vous sortir 2 articles des droits et des principes fondamentaux de notre République. J'ai cité les 3 textes essentiels, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et Charte de l'environnement. Qui est-ce qui
pense pouvoir en citer deux, ou à l'inverse, qui est-ce qui pense, bon, oui, qui est-ce qui parmi vous pense pouvoir en citer deux comme ça d'affilée? 1, 2, 3, 4. Bon, vous voyez, on n'est pas super nombreux. On n'est pas super nombreux. Il y en a un qui est sympa, parce que je me permets, ça répond à M. Dussault là, sur une intervention où il a dit « Je n'ai pas à vous donner les informations qui m'ont conduit à calculer 40 000 bénéficiaires de la réforme des retraites. » Ce n'est pas environnementaliste. Et il y a un article, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Ah. Alors la présidente de séance dit « Ah bah oui, le ministre, il n'a pas à vous répondre. » Ah bon? Ah bah alors, attends, si les parlementaires, en plus, ignorent que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, et c'est un problème. Et donc, en fait, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant sur tout ça. Mais peut-être pour revenir à notre légitimation de nos combats écologiques, je vous en cite une autre, c'est l'article 2 de la Charte de l'environnement, qui dit « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement ». À votre sens, et là on va vous repasser le micro, quelle est la portée de cette phrase? Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Je vais vous la projeter, et puis je te passe le micro. S'il y a quelqu'un qui peut avancer, vas-y. Juste peut-être, avant que Marinette repasse le micro dans la salle, dire que pour moi, la République n'existe pas. Hein. Elle n'existe pas au sens où elle n'est pas instituée une bonne fois pour toutes. Pas plus que la démocratie. La démocratie est inséparable de l'effort permanent pour la faire exister. Et la République est inséparable de l'effort permanent pour la faire exister. C'est là où on a une différence de sensibilité très nette avec Daniel. Moi, je pense que les principes qu'il a évoqués, les textes qu'il a évoqués sont des textes extrêmement importants. Et je pense que le problème, et c'est là où l'éducateur, le formateur intervient, c'est pas simplement d'énoncer des principes, ni même de les réciter par cœur, ni même de s'y référer, c'est de les faire vivre. C'est de les faire vivre. Liberté, égalité, fraternité, on peut dire par exemple aux gamins des lycées professionnels aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité. Ils savent quoi dans les lycées professionnels? Qu'ils sont égaux avec les lycées d'enseignement général? Non, mais ils se foutent de nous. Enfin, dans les lycées professionnels, il n'y a pas de philo, hein. Parce que quand on prépare un bac professionnel, évidemment, on n'est pas intéressé par les questions de l'amour, de la mort, et toutes ces questions-là. Ils sont faits pour des métiers d'exécution, ils ne vont pas s'intéresser aux autres. Et la République leur fait quand même réciter liberté, égalité, fraternité. Et moi, je crois que le travail de l'éducateur, du formateur et le travail de tous les politiques, d'une certaine manière, c'est de se référer aux principes en permanence et en même temps de les faire exister, ces principes, de les faire exister concrètement. Alors, pourquoi je dis que la République n'existe pas? Parce que, étymologiquement, la République, c'est la res publica, le bien commun. Mais proclamer le bien commun n'abolit pas l'existence des intérêts individuels. Qui plus est même, dans aucune déclaration, aucun des textes fondateurs auxquels se réfère Daniel, il est dit que les intérêts individuels sont illégitimes. Ils sont légitimes. Mais le bien commun n'est pas la somme des intérêts individuels. Et voilà quelque chose qui est compliqué aussi à comprendre et qui est un objet d'éducation et de formation absolument premier. Le bien commun n'est pas la somme des intérêts individuels. Quand nous prônons à l'école une pédagogie de la coopération, quand nous prônons la pratique du conseil d'élèves, quand nous prônons un certain nombre de choses comme ça, nous prenons un travail, parce que c'est un travail d'élaboration du bien commun. Le bien commun, il n'existe pas sans le travail qui l'élabore. Et je me permets de dire, moi, il y a parfois chez les écologistes, me semble-t-il, une forme
d'erreur de stratégie qui consiste à laisser penser que le bien commun, ils le connaissent, eux, que les autres l'ignorent et qu'ils vont l'imposer aux autres indépendamment des débats qu'ils auront avec les autres. Et ça, pour moi, ce n'est pas républicain. Ce n'est pas républicain. Ce n'est pas républicain parce que ça part du principe qu'il y en a certains qui sont dans une forme de verticalité, qui ont reçu une espèce de Saint-Esprit écologique, qui n'est pas partagé par les autres, qui n'ont pas eu ce Saint-Esprit, et que donc on a l'autorité ecclésiastique, cléricale, d'amener tout le monde vers ce Saint-Esprit que nous, on possède. Hein? Et pour moi, ça, c'est le contraire de la République. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à nos convictions. Ça veut dire que nos convictions, il faut les mettre en œuvre dans le débat démocratique, dans les principes de la République. Et que ce travail-là, c'est un travail difficile, compliqué. C'est un travail qui demande d'abord une chose fondamentale, qui est la maîtrise du langage. Ah. Et là, on s'aperçoit qu'on est tous égaux, mais quand même pas complètement égaux, hein, parce qu'on s'aperçoit que la question de la maîtrise du langage, on achoppe. Hein. Un gamin de maternelle qui rentre à 3 ans à l'école, il peut posséder 600 mots ou 7 à 8 000 mots. Celui qui en possède le moins en possède 600, celui qui en possède le plus en possède 8 à 10 000. Ce n'est pas vraiment la grande égalité hein, au niveau du langage. Hein. Et donc là, on voit l'importance qu'a l'éducation pour la démocratie, et donc pour l'écologie, et donc pour le bien commun. Si on veut sortir, j'allais dire, de ce que j'appelle moi une écologie des illuminés, c'est-à-dire de ceux qui ont reçu la lumière, c'est-à-dire une écologie profondément religieuse. Comme le curé a reçu, quand, vous savez, le curé, quand il est ordonné, on lui impose les mains et il peut tout faire après. Il peut sauter sur la bonne, l'Eucharistie est toujours valable. Bon, puisqu'il a eu l'imposition des mains, c'est-à-dire qu'il a eu une espèce de sacré qui lui est arrivé dessus, qui l'autorise tout. Bon, voilà. Ça, c'est la version illuminée, qui, dans le versant négatif, ça s'appelle terrorisme. Hein? Au nom du fait que j'ai reçu la lumière, j'ai toute autorité pour faire ce que je veux. Ça, pour moi, ce n'est pas compatible avec la République. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous autres écologistes d'être à la fois ceux qui savons, d'une certaine manière, parce qu'on a su, c'est insupportable d'entendre le président de la République dire qu'il aurait pu prédire le changement climatique. Ah bon. D'être à la fois ceux qui savons, mais de ne pas être des sachants. Il faut être ceux qui savent sans être des sachants. Il faut être comme des pédagogues qui sont capables de connaître le théorème de Pythagore, mais qui sont capables de le faire découvrir aux autres sans leur dire que ce sont des imbéciles parce qu'ils ne le connaissent pas et qu'eux, ils sont intelligents parce qu'eux le connaissent et qu'ils vont le leur transmettre. Ça veut dire qu'au cœur de l'écologie, il y a, pour être fidèle à l'idéal républicain, un vrai travail de pédagogie à mettre en place. Un vrai travail de pédagogie qui est un travail de réflexion collective et qui se fait ici dans ce salon, qui se fait dans des tas d'endroits, mais qui se fait plus, et c'est un point moi, que je regrette un peu, qui se fait plus dans le milieu associatif, à la base, si j'ose dire, qu'il ne se fait dans le débat politique, qui, à certains égards, est souvent contradictoire avec ses principes. Moi, je voulais dire ça simplement pour défendre ma boutique. Hein. Moi, je suis un pédagogue, je suis né comme ça, enfin, pas, je ne suis pas né comme ça, mais enfin, c'est globalement... Et je pense que les principes, il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut que les gens les métabolisent, c'est-à-dire qu'ils les incorporent. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de faire beaucoup d'interventions en milieu scolaire avec Albert Jacquard, par exemple. Et Jacquard avait, avec les enfants, des métaphores absolument fabuleuses. En particulier, il disait, quand il parlait d'apprentissage avec les gamins, il disait regardez-moi, là, il y a un lapin, là, il y a la luzerne. Le lapin mange la luzerne. Et avec la luzerne, le lapin fait quoi?
du lapin. Eh bien, là, il y a toi, John, Sarah, Michel, et là, il y a les maths. Et quand tu fais des maths, tu fais quoi? Tu fais un John un peu plus éclairé, cohérent, etc. Et l'éleveur de lapins, ajoutait-il avec un tout petit peu d'ironie, ne mesure pas son efficacité à la capacité qu'ont les lapins à régurgiter la luzerne. Hein? Et donc l'efficacité de celui qui transmet ne se mesure pas à la capacité qu'ont les autres à régurgiter ce qu'on leur a donné, mais à le métaboliser. Le métabolisme, c'est ce qui, avec de l'extérieur et du différent, fait du nous-mêmes. Ce qui, avec du différent, on le métabolise et on grandit avec. Et je pense que ce travail, que moi j'appelle pédagogique, mais qu'on peut appeler tout à fait autrement, ce n'est pas un problème de dénomination, il est constitutif de la République. Et Renard a opposé à un moment les pédagogues et les républicains dans le débat. Pour moi, c'était une absurdité totale, parce que la République, pour exister, elle a besoin de la pédagogie, c'est-à-dire elle a besoin que les gens s'approprient ces principes pour les faire vivre. Sinon, c'est un tyran qui va un jour leur dire, voilà, et on reste dans la verticalité, une verticalité qui est insupportable. Voilà, moi, je dis des trucs qui me tiennent à cœur, mais bon. Alors, oui, alors, la question pour la salle, et puis moi, je voudrais t'interroger, Daniel, parce que j'ai suivi de très près ton combat sur le Lyon-Turin. J'ai quand même observé sur ce combat-là, comme sur beaucoup d'autres, les difficultés à convaincre. Et je voulais t'interroger un peu sur cette question. Comment faire entendre, y compris à des gens qui sont dans un autre logiciel, qu'il y a des éléments qui peuvent nuire à autrui dans un certain nombre de décisions technocratiques qui sont parfois présentées comme démocratiques et qui sont prises. Mais peut-être tu souhaites donner la parole avant la salle. L'attaque personnelle pour dire que je ne suis pas du tout pédagogue depuis 10 ans, puisque personne... Ce n'est pas une attaque, c'est comment faire. Comment faire. Non, je voulais juste, avant de vous redonner la parole sur la portée de cet article 2, on pourrait enlever article parce que ça fait tout de suite juridique, alors que en fait, la phrase est assez simple. Non, je voudrais intervenir sur le théorème de Pythagore, parce que je l'aime beaucoup. Vous savez ce qu'on fait dans les sections maçonnerie ou charpente pour tracer un angle droit, pour dire aux élèves comment on fait pour tracer un angle droit? Non, on leur dit 3, 4, 5. Oui, c'est la corde à nœud. 3, 4, 5. Vous savez pourquoi? Et en fait, celui qui ne comprend pas le théorème de Pythagore, on l'envoie faire maçonnerie pour faire 3, 4, 5 toute la journée, puisque bien sûr, quand il arrive pour construire une maison et qu'il a besoin de monter des murs à angle droit, il n'a pas d'équerre exprès, donc il fait 3, 4, 5. Et si tu demandes à un maçon sur un chantier, mais quand 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, ça passe pas, qu'est-ce que tu fais? Il dit 6, 8, 10. Et donc, en fait, il applique le théorème de Pythagore et on l'a envoyé en maçonnerie pour faire du théorème de Pythagore parce qu'il n'avait pas compris le théorème de Pythagore, mais parce que sans doute on ne lui avait pas forcément expliqué 3, 4, 5 en section générale. Donc, voilà, et parce qu'on ne lui avait pas dit, parce que cette affaire du théorème de Pythagore est loin d'être anecdotique. Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants et aux autres? Ce qu'ils récitent ou ce qui les émancipe? Le théorème de Pythagore ne m'intéresse, moi, que s'il est émancipateur, c'est-à-dire s'il me donne de la liberté. Liberté de comprendre et liberté de faire. Non. Et pour ça, je pense qu'on ne peut le transmettre qu'en le restituant dans sa dynamique, pas dans son résultat, dans sa dynamique, dans son histoire. C'est pour ça que moi, j'ai toujours plaidé pour enseigner les disciplines scolaires à travers leur histoire, l'histoire. Expliquer comment Pythagore, il n'a pas compris le théorème, il va en Égypte, il regarde les pyramides, il regarde comment on fait les pyramides, il découvre la corde à nœud, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 3 x 3, 9, plus 4 x 4, 16, égale 25, ça fait un angle droit. Il discute avec les Égyptiens, à partir de là, il regarde comment on peut utiliser ça, parce que tous les ans, il y a la crue du Nil, les barrières sont enlevées, il faut refaire les propriétés, donc il utilise ça, il invente les premiers systèmes de triangulation qu'utilisent encore les géomètres aujourd'hui, etc. Et si on travaille
sur la dimension émancipatrice, ce en quoi les savoirs nous donnent de la liberté, sur le théorème de Pythagore comme sur tous les autres, eh bien, à ce moment-là, on est dans l'émancipation. Et je pense qu'il y a un vrai combat politique aujourd'hui pour dire que, contrairement à ce que nous disent les libéraux, les ultralibéraux, l'émancipation, ce n'est pas la possibilité donnée à une minorité de dominer, de devenir à leur tour des dominants. Voilà. Et ça, c'est un combat très fort, parce qu'aujourd'hui, sous le couvert de ce qu'on appelle l'égalité des chances, moi je dis souvent l'égalité des chances, il y a la Française des Jeux pour ça, on n'a pas besoin de l'école, hein. Sous le concept d'égalité des chances, il y a cette idée qu'en réalité, l'émancipation, ce serait permettre à un petit groupe de dominés de devenir des dominants. J'avais discuté un jour avec un député que je ne citerai pas, qui me disait l'idéal de l'école, c'est d'arriver à sortir un Einstein dans le 9-3. Mais moi, je suis très pour sortir un Einstein dans le 9-3. Pour lui, c'est super, pour le 9-3 aussi. Mais enfin, ce n'est pas ça qui va faire que ça résoudra le problème des infrastructures publiques, de l'abandon du territoire et des difficultés que vit le 9-3. C'est l'idéologie de l'égalité des chances, ce n'est pas l'idéologie de l'égalité des droits. L'expression égalité des chances ne figure dans aucun des textes qu'a cité Daniel. Elle n'existe pas dans les textes patrimoniaux de la République. On ne parle que d'égalité des droits. Droit d'accès à l'éducation, droit d'accès à un environnement et à un air qui ne soit pas pollué, etc. etc. C'est droit. Les droits, ce n'est pas les chances. Hein. Si on parle d'accès à l'air non pollué, égalité des chances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bienheureux ceux qui vont vivre à la campagne dans un endroit pas pollué. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, nous. On veut l'égalité du droit pour chacun de respirer un air sain, ce qui est tout à fait différent. Et donc là, on est dans des combats politiques qui sont quand même forts. Et sur lesquels, et là je suis totalement d'accord avec Daniel, sur lesquels il faut redire des éléments de ce qu'on appelle la hiérarchie des textes. Moi je suis scandalisé quand aujourd'hui on nous présente une circulaire ministérielle et qu'on ne l'inscrit pas dans une hiérarchie des textes. C'est-à-dire qu'on ne l'inscrit pas dans un cadre qui est un cadre qui est celui de la Constitution, des textes fondamentaux, etc. Par exemple, aujourd'hui, chez les éducateurs, les enseignants, il y en a un certain nombre, hélas, ils ne sont pas ici bien sûr, qui pensent que la dernière circulaire du ministre est plus importante que la Convention internationale des droits de l'enfant. Eh ben non. L'article 55 de la Constitution dit très clairement que toutes les conventions internationales signées par l'État sont au-dessus de nos lois, et donc a fortiori de nos décrets, de nos arrêtés et de nos circulaires. Or, si je prends l'article 11 à 15 de la Convention internationale des droits de l'enfant, eh bien, je peux montrer qu'à peu près tous les textes de l'éducation nationale sont contraires à ces articles. Et donc, nous ne sommes pas dans le respect de la hiérarchie des textes. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons pleinement avec Daniel sur cette idée de retrouver le sens de ce qui fait vraiment, de ce qui institue, ce qui nous institue, c'est-à-dire au sens propre, nous fait tenir debout. Instituer, c'est faire tenir debout. Voilà. Alors tu m'as posé une question, mais je propose d'abord que vous puissiez intervenir sur la portée, comment vous voyez la portée de cette phrase. Toute personne, chaque personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Je vous laisse là-bas au fond une prise de parole. Cet article 2, je l'ai utilisé, nous l'utilisons dans le cadre de la demande de l'humusation comme troisième forme de sépulture. Les élus nous disent « Ah oui, mais c'est pas autorisé. » Ah bon? Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement. Et quand on sait la pollution qu'engendre et l'inhumation et la crémation, on peut se demander pourquoi on ne répond pas à ce texte
et on nous dit d'être patient, qu'il faudra changer les mentalités. Mais j'espère que, au vu de cette intervention par Philippe et Daniel, tout le monde ici aura compris que l'inhumation, la crémation ne sont pas du tout pour préserver l'environnement. Par contre, l'humusation peut être une solution. Voilà. Merci. Alors, je sais que j'ai vu qu'il y avait un stand dans le salon. Une autre prise de parole? Oui, c'est juste pour compléter ce qui vient d'être dit. Sur notre commune, qui est tenue par des républicains, on a assisté très récemment à la destruction d'une partie de la forêt pour agrandir un cimetière. D'accord. Alors, la question, peut-être de manière un peu caricaturale, est-ce que l'application de cet article 2 consiste à fermer le robinet quand on se lave les dents ou le robinet quand on se savonne sous la douche? Vous voyez, ça préserve l'environnement, ça participe même sans doute, en fait, ça préserve, ça n'améliore pas forcément l'environnement. En fait, pour répondre à ta question, pour moi, la portée de cette phrase, elle est bien plus longue et elle signifie un engagement. Pour moi, ce qui a conduit finalement mes engagements, c'est justement cette phrase que je ne connaissais pas d'ailleurs, je l'ai fait par intuition plus exactement, c'est-à-dire que pour moi, la préservation et l'amélioration de l'environnement nécessitent bien sûr des mesures individuelles, donc je suis très attaché au bio. Je refuse qu'on m'offre une vin qui ne soit pas en bio, même si elle est en HVE, parce que c'est une arnaque terrible. Voilà. Et donc, je suis dans la préservation et dans l'amélioration, c'est-à-dire que, notamment sur cette question du Lyon-Turin, sur laquelle je me suis un peu investi depuis quelques années, bien, en fait, l'engagement, il était simple, c'est est-ce que les voies ferrées existantes permettent d'apporter des solutions au report des marchandises de la route vers le rail? Et si oui, il n'y a pas besoin de dévaster des terres agricoles, des ressources en eau, du gasoil pour les pelleteuses, etc. Des tunneliers qui consomment 8 mégawatts chacun, etc. etc. Vous voyez. Et donc, la première question pour répondre, ça a été qu'est-ce qu'on peut faire avec cette voie existante, puisqu'il existe plusieurs voies entre la France et l'Italie qui sont utilisées au 5e en matière de fret de ce qu'elles étaient utilisées dans les années 80 et dans les années 2000. Et donc, effectivement, tout le travail a été de comprendre pourquoi cette évolution et pourquoi la dégradation de l'utilisation d'une voie existante amène à dire, regardez, le projet est absolument nécessaire, comme d'ailleurs quand on ferme les guichets à la poste, on dit, vous voyez, il faut réformer la poste et il faut mettre des robots puisque vous faites la queue à la poste. Donc effectivement, on a toujours des solutions, mais d'une certaine manière, l'engagement par rapport aux rencontres annuelles des lanceurs d'alerte, puisque j'en suis le cofondateur et l'organisateur, je fais ma petite pub, j'en profite, hein. Marinette, tu ne m'en voudras pas. Donc ça sera le 10, 11 et 12 novembre cette année pour la 8e édition, et ça se passera à la Plaine Saint-Denis, à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris-Nord. Et donc cet engagement sur l'alerte et sur les lanceurs d'alerte qui permettent de donner chaque année la parole à une 60aine d'acteurs de l'alerte, de la même manière, ça a été sur cet engagement environnemental. C'est-à-dire que le fait de médiatiser une parole de lanceurs d'alerte, mais de médiatiser les alertes, quelles qu'elles soient, alors environnementales pour certaines, bien évidemment, ou financières ou sociales, etc., vient là encore de la nécessité de travailler à l'amélioration de notre société. J'ai vu un tweet là très récemment où la majorité présidentielle trouvait très juste d'avoir ramené
les régimes de retraite spéciaux sur le régime général. Alors que moi, j'aurais trouvé très juste de ramener le régime général sur les régimes spéciaux, moi personnellement, parce que je trouve que finalement, c'était ça la justice. Une petite aparté sur la Française des Jeux. Plus tu as d'argent et plus tu as de chance quand même de te gagner. Hein. Bon. Mais bon, c'est juste sur un calcul de probabilité, c'est tout. Mais donc voilà, sur cette question des lanceurs d'alerte, en fait, on s'aperçoit que chacun des lanceurs d'alerte alerte par intuition et toujours en référence à un principe et à un principe ou une valeur de ce qui fait notre société républicaine. Et en dernier lieu, voilà, de la même manière, là, avec quelques amis, Maxime Combes et Françoise Vercher, on a rédigé un projet de proposition de loi sur la massification de l'isolation des bâtiments. Et là encore, on se réfère finalement à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à savoir que la loi est l'expression de la volonté générale et chaque citoyen est amené à participer à sa formation, soit directement, soit au travers de ses représentants. Le mot représentant étant, pour moi, essentiel dans notre République. J'ai lu tout à l'heure sur un stand un document où on disait que, en fait, cette association se proposait de se poser comme tiers de confiance entre les citoyens et citoyennes et les élus. Et j'aurais dit, j'ai une petite suggestion à vous faire. Si vous pouviez marquer entre les citoyens et citoyennes et leurs représentants. Parce qu'en fait, ça n'a pas du tout le même sens politique d'utiliser le mot représentant ou le mot élu. J'ai une petite illustration là-dessus. Quand on dit les élus ont voté le budget, c'est normal, ils sont élus, ils votent le budget, ça fait partie de leur mission. Si vous dites les représentants ont voté le budget, vous induisez automatiquement comme principe intrinsèque au mot représentant qu'ils ont consulté auparavant. Et en fait, ça change complètement le rapport politique entre un élu et les concitoyens, à savoir que l'élu considère qu'il a des administrés, alors que le représentant considère qu'il parle avec ses concitoyens. Et je pense, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, que cette phrase, finalement, de l'article 2, le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, est effectivement ce que tu dis. Faire vivre la République, c'est s'engager, c'est agir. Et donc, finalement, ce que j'ai pu faire, ce que je continue à faire, que ce soit sur les pesticides, j'en ai amené un petit peu là, voilà, pour expliquer. Je vous le dis en 2 mots, un pesticide, en fait, ça s'appelle un produit phytopharmaceutique en droit européen. C'est phytopharmaceutique si ça répond à un des 5 usages définis par l'Europe. Le premier, c'est la lutte contre les insectes. Le deuxième, la lutte contre les champignons. Le troisième, l'amélioration de la conservation. Le quatrième, l'amélioration de la croissance. Et le cinquième, je ne m'en souviens plus, c'est l'âge. C'est l'âge qui fait ça. Je ne me souviens plus du cinquième. Bon. Et alors, en fait, on a dit, le principe de la République, c'est que, d'après ce qu'on me dit, c'est un produit phytopharmaceutique quand il répond à un des 5 usages, donc il a un utilisateur. La question, c'est que se passe-t-il au moment où le produit va franchir la limite de propriété? La propriété, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est un droit sacré et inaliénable. Donc vous n'avez pas le droit de déposer vos merdes chez vos voisins. Pour ceux qui le faisaient ici, je dis, c'est pas là, on n'a pas le droit. Et alors, donc, vous n'avez pas le droit non plus de mettre les produits phytopharmaceutiques, d'autant qu'au franchissement de la limite de propriété, ils n'ont plus un des 5 usages, puisqu'ils sortent chez le voisin. Et donc, il faut les requalifier. Et la seule qualification qu'on a trouvée, c'est déchets. Et c'est intéressant, vous voyez, d'utiliser ce droit de la propriété, parce que vous dites, cette limite de propriété va vous enlever une qualité dite phytopharmaceutique, que tout le monde pense être un terme commercial, mais en fait c'est un terme juridique, et va vous permettre de requalifier ce produit en déchet. Et donc là, vous n'avez plus du tout le même rapport avec votre voisin, vous voyez.
C'est plus la même chose. Et en plus, ça n'est plus la même police. Ça n'est plus la police des phytopharmaceutiques, qui sont le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé réunis, mais ça devient le maire sur les dépôts de déchets sauvages. Et donc, vous voyez que dans mes engagements, en tous les cas, j'essaye de faire vivre en acte ces éléments qui me semblent fondamentaux. D'ailleurs, pour ceux qui en veulent, je les ai imprimés, je vous en ai mis là, voilà, comme ça, si vous voulez les prendre. Je te relaisse la parole. Non, juste un mot pour prolonger ce que tu disais. Cet article 2, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. J'allais faire un switch. Moi, je trouve que pour l'éducateur, la question de l'environnement, l'entrée par l'environnement n'est pas la bonne entrée. En plus, ce mot donne le sentiment que nous ne faisons pas partie de l'environnement. En fait, on doit prendre soin de ceux qui nous entourent et qu'il y aurait une sorte de séparation entre l'humain et la nature qui l'entoure. Moi, je suis très attaché, en revanche, à la capacité que nous avons à montrer à quel point, sur cette planète Terre, nous sommes, avec l'ensemble de ce qu'il y a, solidaires. Et moi, je pense que c'est la notion de solidarité et donc d'écosystème qui prime sur la notion du rapport entre l'homme et l'environnement. C'est encore Jacquard qui disait « La solidarité, ce que nous savons depuis le XXIe siècle, le XXe siècle, c'est que ça n'est pas simplement une valeur, c'est un fait. C'est un fait, la solidarité. Nous sommes solidaires. Hein, le coup de l'aile du papillon, etc., etc. » Et moi, ce que je crois important en matière éducative, c'est de faire découvrir la solidarité et de faire activer les solidarités. Faire découvrir la solidarité, c'est-à-dire faire découvrir qu'effectivement, on ne va pas jeter ses détritus dans le bureau du voisin, dans la classe. Un peu ce que tu dis avec les produits phytosanitaires. Parce que ça contribue, dans cet écosystème dans lequel nous vivons tous, à créer de l'agressivité, à nous empêcher de vivre ensemble et à construire un écosystème serein et fécond. Voilà. Et je trouve qu'à cet égard, il y aurait beaucoup à faire en éducation pour activer le troisième principe de la République, qui a un statut un peu différent des deux autres, hein, liberté, égalité, fraternité. Alors, on ne va pas dire sororité, on pourrait dire solidarité. C'est un principe qui n'est pas tout à fait au même niveau, parce que autant on peut construire juridiquement ce que c'est que la liberté, de même pour l'égalité, pour la fraternité, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué et probablement que pour les éducateurs, on n'y a pas suffisamment attaché d'importance. Je vais vous dire une chose vraiment très simple, très élémentaire, qui était un combat permanent pour moi, que j'ai perdu d'ailleurs. C'est le combat pour l'entraide entre élèves dans les classes. Voilà. On sait aujourd'hui que globalement, pour qu'une heure de cours soit efficace, il faut 3 tiers. Il faut un tiers de transmission, un tiers de travail personnel et un tiers d'entraide entre élèves. Bon, globalement. On sait que l'entraide entre élèves, c'est formidable parce que ça ne bénéficie pas simplement à celui qui aide, mais à celui qui est aidé. Parce que celui qui est aidé, par le simple fait qu'il ne sait pas, oblige celui qui sait à mieux expliquer et à mieux comprendre ce qu'il sait déjà. Donc on sait que tout ça, ça fait faire des progrès considérables à tout le monde et que ça permet de construire des solidarités. J'ai beaucoup étudié ce qu'ont fait un certain nombre de psychosociologues américains au moment où on a supprimé la ségrégation dans les écoles aux États-Unis, où on a mis dans les mêmes écoles des enfants d'origine ethnique différente. Bon. Ça a été très compliqué, hein. C'est une loi qui est votée par les démocrates en 1971 et qui est considérée comme un échec majeur, puisque quand les démocrates, en 1971, mettent dans les mêmes écoles les enfants d'origine black, sud-américaine, avec les autres, etc., ça fait exploser la violence dans les écoles. Les républicains proposent donc remettre un projet de loi pour réintroduire la ségrégation, au nom du fait que la suppression de la ségrégation a fait exploser
la violence. Et c'est vrai. Dans les écoles, les enseignants, dans les années 72-78, démissionnent en masse aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent plus gérer la violence interethnique dans les écoles. Ils ne peuvent plus gérer. Et les républicains disent qu'il faut réintroduire, évidemment, la ségrégation. Et un certain nombre de collègues, un en particulier que j'aime beaucoup, Elliot Aronson, va se battre sur l'idée qu'il y a d'autres moyens que de réintroduire la ségrégation. Et en particulier, il va promouvoir ce qu'on appelle la classe puzzle, c'est-à-dire la classe où chacun travaille sur quelque chose qui est utile à tous. Et il va développer massivement, en particulier à Houston, mais pas simplement, toute une série de pratiques sur l'entraide pour créer de la solidarité. Et il va montrer, et aujourd'hui elle a commencé en 72, donc on a quand même 50 ans pratiquement de recul avec des expériences extrêmement précises sur cette pratique pédagogique, on sait que ça, à la fois, ça fait progresser les enfants intellectuellement et que ça fait baisser la violence, ça fait baisser considérablement toutes les formes de harcèlement, toutes les formes d'agressivité, etc., etc. Et on sait que ça construit des solidarités. Et je pense qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à ce principe républicain de la fraternité, de la construction des solidarités. De la construction des solidarités. Solidarité, je parle entre enfants dans une classe, entre enfants de différentes classes. Moi, j'ai milité beaucoup pour que tous les élèves de 4e aient en tutorat un élève de 6e. Et nous l'avons fait pendant une période, ça s'appelait l'opération requin-rémora. Tous les élèves de 6e et 5e avaient un rémora, qui est le poisson pilote du requin en 4e et en 3e. Et on voyait les élèves de 3e attendre les élèves de 5e à la sortie du contrôle de maths en leur disant « ça y est, t'as réussi », y compris d'ailleurs quand c'était des élèves de 3e qui eux-mêmes étaient en difficulté. On sait que ça marche. On sait que la solidarité, ça marche mieux que l'individualisme. Et qu'on y trouve plus de plaisir, au sens où je disais tout à l'heure du partage. Hein. Et pour autant, on a le sentiment que nos institutions ignorent cela. Alors je parle au sein de la classe, mais je pourrais parler aussi de la solidarité intergénérationnelle. Pour moi, la solidarité intergénérationnelle est quelque chose de fondateur. Une des expériences pédagogiques les plus fortes que j'ai accompagnées, y compris ici, qui a fait Flores dans la banlieue lyonnaise, a été lancée par Monique Alguarche à Brest, quand elle a décidé, il y a près de 40 ans maintenant, le temps passe très vite, d'envoyer ses élèves de SECPA faire passer des brevets informatiques, ça c'était les B2I à l'époque, aux personnes des EHPAD. Et moi, j'ai assisté à ce petit Mohamed, là, qui, un peu basané et tout, qui n'était pas formidablement accueilli dans l'EHPAD en question, là, hein, et qui fait passer le brevet informatique à une personne de près de 90 ans, là, et qui se prend au sérieux, le corrige, etc. Mais c'est extraordinaire. Ça a créé des amitiés fantastiques. Ça a créé des échanges fascinants. Et ces solidarités-là, je pense que le libéralisme que nous vivons, l'hyperlibéralisme individualiste que nous vivons, les casse tout le temps, en nous enfermant, en faisant de chaque catégorie de citoyens des cœurs de cible. Et on les isole dans leur bulle. Et que l'écologie, c'est aussi pour moi la création d'écosystèmes humains solidaires et solidaires entre eux et avec leur environnement. En sachant que la solidarité avec l'environnement est la condition de la solidarité des humains entre eux, pour que cette coexistence soit sereine. Voilà. Et donc, là encore, faire vivre les principes de la République, c'est le thème de notre débat quand même. Hein. Pour moi, c'est se battre pour faire vivre des choses aussi simples que le développement de l'entraide entre les individus. Partout où c'est possible. Chaque fois que c'est possible, parce que c'est ça, créer des écosystèmes humains. Et pour moi, c'est ça la République. Les vrais républicains, ce n'est pas ceux qui s'autoproclament républicains. Les vrais républicains, c'est cet institut qui envoie ses élèves de SECPA enseigner l'informatique aux personnes des EHPAD. Ça, c'est la République. C'est la République parce que c'est le commun contre le singulier. C'est l'intergénérationnel contre l'isolement dans sa bulle.
c'est le collectif contre l'individualisme social promu en règle universelle. Voilà. Et donc pour moi, et c'est intéressant qu'on ait pu avoir cet échange avec Daniel, parce que dans nos deux trajectoires, au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend au sérieux les principes de la République. Mais on ne les prend pas au sérieux pour les marteler. On les prend au sérieux pour s'efforcer de les faire vivre, y compris dans la complexité, dans la difficulté et dans le concret des choses. Toi, avec le Lyon-Turin, moi, d'autres à mon niveau, etc. etc. Et ça, je crois que il faut que ce soit nous les vrais républicains. Aujourd'hui, les vrais républicains, c'est les écologistes. Voilà. Je te pique ton micro et puis après on vous passe la parole. Mais voilà, je lis juste une chose, puisque tu disais, oui, l'environnement, c'est pas forcément, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Et que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Tout ça résonne de manière excessivement actuelle et pose la question des ressources et des extractions massives dans l'environnement. Donc finalement, il nous importait de dire que nous avons beaucoup de choses qui sont écrites, qui ne sont pas forcément à réinventer, mais dont je crois, en tous les cas, ça sera ma première conclusion, il faut se prévaloir dans nos combats écologiques. Mais on vous passe la parole, et les faire vivre, bien sûr, en les faisant vivre. On vous passe la parole en espérant qu'on n'ait pas été trop long. Voilà, il nous reste 20 minutes pour prendre les questions. Je vous propose des séries de 3 questions, peut-être. Objection, témoignage. Voilà, exactement. Oui. Bonjour, donc Sylvie, enseignante en primaire, CM1, CM2. Je voulais dire que je suis très sensible aux problèmes d'environnement et je pense que l'aspect on peut faire ce qu'on veut tant que ça ne nuit pas à autrui. L'aspect nuit à autrui, c'est vraiment une question d'éducation et il faut vraiment faire beaucoup de choses à l'école pour faire comprendre aux enfants tout ce qui, dans nos modes de vie et le mode de vie des familles et puis des enfants eux-mêmes, tout ce qui peut nuire à autrui et à l'environnement parce qu'ils n'en sont pas toujours conscients. Au niveau de la consommation, de l'alimentation, etc. Il y a plein de choses à leur apprendre et il y a vraiment un grand champ d'investigation et ça intéresse énormément les enfants. Il y en a plein qui ne sont pas du tout conscients de choses en tant que personnes motivées par l'écologie qui nous paraissent évidentes. Et eux, alors manger des tomates en hiver, ça leur paraît tout à fait normal. On en trouve partout au supermarché. Enfin, il y a beaucoup de champs d'action sur lesquels on peut intervenir. Et puis, je voudrais quand même dire que moi, je me donne beaucoup de mal pour essayer de faire passer des idées comme ça. Il y a des choses toutes simples qu'on peut faire, leur apprendre à faire du vélo, à se déplacer à vélo, parce que les familles ont peur que les enfants fassent du vélo en ville. Il y a plein de petites choses simples qu'on peut faire. Et je trouve que ça passe super bien. Et ils aiment bien les choses qui sont simples, en fait. Leur lire des histoires. C'est vrai, quand on leur va leur passer une vidéo, ils sont super contents. Puis, en fait, après, si une autre fois, on leur lit une histoire sans vidéo, ben, en fait, ils sont encore plus contents parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'était l'exemple des enseignants qui vont dans les EHPAD avec des enfants de SECPA. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'essaie de faire des petites choses, mais ça demande une énergie folle pour les enseignants. De monter des projets comme ça, on a de plus en plus de contraintes administratives. On est noyé sous le boulot. Maintenant, on nous demande encore d'en faire plus si on veut gagner un tout petit peu plus, alors qu'on en fait déjà énormément. Et c'est vrai que des projets comme ça, moi, j'essaye d'en monter, mais c'est énergivore. Ça prend beaucoup de temps et il faut vraiment avoir une implication personnelle des enseignants extrêmement élevée. Mais ça vaut le coup et les enfants sont très demandeurs et avides de connaissances sur ce sujet. Bonjour, je suis une enseignante à la retraite. J'étais enseignante en lycée professionnel. J'enseignais le français et l'histoire géo.
Et en discutant avec mes élèves, j'avais beaucoup d'enfants d'origine maghrébine, 75% dans les classes à peu près. Et donc, je me suis aperçue qu'ils étaient extrêmement superstitieux. Alors, j'ai mis en place des groupes de parole, en quelque sorte, par demi-classe, pour qu'ils ne soient pas trop nombreux. J'avais appelé ça info ou intox. Et donc, je leur demandais d'exposer à leurs camarades leurs croyances, tout ce en quoi ils croyaient. Et après, je disais aux autres élèves qui étaient présents, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Dites à votre camarade ce que vous en pensez. Et éventuellement, je me permettais de dire ce que j'en pensais, mais rarement. Et donc là, j'ai eu droit à beaucoup de choses, notamment à toutes sortes de superstitions, de croyances extraordinaires, du genre le chien carnivore du Mexique qui montait aux arbres, bien sûr les fantômes, les esprits. Mais j'ai eu droit aussi à des choses un peu plus gênantes, du genre à propos des tours jumelles et des attentats, qu'il n'y avait que des juifs dans ces tours jumelles, et en gros c'était un peu bien fait pour eux, quoi. Ou bien il y en avait d'autres qui me disaient, mais non, il n'y avait pas un seul juif, parce qu'ils avaient été prévenus la veille. Je dis, bon, bah, mettez-vous d'accord. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que le fait que les autres élèves ne marchent pas complètement dans leur combine, qu'ils mettent quelquefois un peu en doute ce qu'ils disaient, ça leur a permis, je pense, de se distancier un petit peu par rapport à ces croyances. Et donc, quand ils sentaient que, aussi, moi, je n'étais pas non plus absolument convaincue, ça permettait d'avoir comme ça une espèce de consensus de groupe, de comparaison des croyances, des adhésions, etc. Et je pense que ça a pu faire maturer un petit peu leur esprit. Voilà, j'étais assez contente du résultat. Bonjour. Comme un trait d'union peut-être entre la partie plus humanité et solidarité et puis cette partie environnement, peut-être ce qui manque aussi, c'est, y compris dans ces textes, c'est le rapport au vivant dans sa globalité, et en particulier qu'il soit du coup humain et non humain. Et je pense que l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est d'éduquer à cette sensibilité dans toute sa diversité, et de ce fait-là, de parler de préférence de milieu plutôt que d'environnement, y compris pour les humains et les non-humains, et comprendre en fait cette complexité du milieu qui se fait dans l'interaction, où finalement la vie c'est la rencontre de l'individu et de son milieu, et donc des autres individus. Et je pense qu'il y a un enjeu éducatif à aussi s'inspirer de la biologie et des mécanismes biologiques. C'est ce que fait notamment Pablo Servigne quand il parle de l'entraide. Et donc voilà, s'intéresser à toutes les formes de vie et parler du vivant. Bonjour, alors je sais que je suis très mauvais pour essayer d'être clair et synthétique, donc je vais faire mon maximum, même si je pars avec un énorme handicap. Je voudrais je voudrais avoir votre avis sur quelque chose qui me paraît complètement, être un non-sens, c'est demander aux associations qui ont des subventions de signer une charte républicaine pour dire qu'en fait j'accepte les principes de la République parce que je reçois de l'argent de l'État ou de la région ou peu importe. Et comment on a pu en arriver là? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Et voilà, je voudrais avoir votre avis. Peut-être trois remarques rapides pour pas trop accaparer. D'abord, par rapport à ce que vient de dire la collègue ici, je pense que le travail qu'elle décrit est fondamental. Nous progressons dans une sorte de dialectique entre nos convictions et nos connaissances. Nous avons des convictions. Ça peut être de la pensée magique, complotiste, etc. Il faut que ces convictions puissent être, à certains moments, déstabilisées par des connaissances nouvelles, etc. Et c'est compliqué. On voit bien que parfois, ceux qui s'enferment dans leurs convictions refusent, au nom de leurs convictions, d'accéder à des connaissances. Et c'est au cœur de l'écologie, cette dialectique conviction-connaissance. Alors, on ne peut pas être dans une partie de bras de fer. Moi, je t'impose mes connaissances pour abattre tes convictions. Ça ne marche pas du tout. Ça aboutit qu'à une seule chose, c'est à renforcer les convictions.
Donc il faut être effectivement dans ce travail pédagogique qui a été décrit, qui me semble absolument essentiel, fondamental, et qu'on peut commencer très tôt. Qu'il faudrait commencer avec des ateliers philo dès l'école primaire. Et je pense que c'est quelque chose qui ferait beaucoup de bien à nos enfants, à condition que ce soit géré évidemment de manière rigoureuse. C'est-à-dire que on ne dit pas n'importe quoi, on réfléchit, on n'interrompt pas l'autre, on se donne un certain nombre de principes de fonctionnement. Un deuxième élément, à propos de ce qu'a dit Madame, moi je l'ai dit tout à l'heure à Daniel, la liberté, c'est de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais je pense qu'il faut à l'environnement. Et à l'environnement. Mais je pense qu'il ne faut pas être naïf. Il y a des gamins, et puis même des adultes, pour lesquels il y a une certaine forme, ils assument de nuire à autrui. Puis parfois même, il y a une forme de jouissance dans le fait de nuire à autrui. Donc, il ne suffit pas de leur dire, ta liberté, c'est de faire ce qui ne nuit pas à autrui, parce qu'ils peuvent vous répondre, et moi, je veux nuire à autrui, lui, je veux lui nuire. Hein. Et ils le pensent réellement qu'ils veulent nuire à autrui. Et donc là, on est sur un registre encore qui est la gestion de l'écart entre le principe juridique et puis la réalité du vécu. Comment faire entendre à l'autre que autrui est un autre lui-même, que ce qui le rend semblable à autrui est plus important que ce qui le différencie, et que nuire à autrui, c'est nuire finalement à l'humanité dans l'homme, et donc à sa propre humanité en soi. C'est pas évident tout ça. Et donc il y a tout un travail. Alors, il y a des collègues qui ont montré l'importance qu'il y a dans ce qu'on appelle la formation de l'empathie. C'est-à-dire comprendre quand on fait mal à quelqu'un que ça lui fait mal. Parce qu'aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a des gens qui font mal aux autres et qui ne voient pas que ça leur fait mal. Hein, ou qui peuvent même jouir du fait que ça leur fait mal. Comprendre ce que c'est que la souffrance de l'autre. Il y a une philosophe américaine que j'aime beaucoup qui considère que l'empathie, c'est par excellence ce qu'elle appelle la vertu démocratique. Et qui montre d'une manière assez approfondie à quel point la formation littéraire, par exemple, la lecture de textes, mais aussi les arts, forment l'empathie, c'est-à-dire forment à la capacité d'entrer dans l'autre et de comprendre l'humanité de l'autre. Et de comprendre que l'autre étant un autre moi-même, si je nuis à l'autre, je me nuis à moi-même, etc., etc. Et donc, ça, c'est une formation qu'on ne peut pas non plus complètement négliger. Hein. Dire l'empathie est la vertu démocratique par excellence parce que elle nous met dans la position d'accepter l'autre dans son altérité et en même temps dans le fait qu'il me ressemble tout en étant différent, et que je ne peux pas lui nuire, c'est un apprentissage. Je pense que l'éducation joue son rôle là. Alors quand je dis éducation, je ne dis pas simplement l'éducation scolaire. Je pense bien sûr à l'éducation familiale d'abord, sur laquelle la France a un retard colossal. L'aide à la parentalité en France est quelque chose de quasiment en errance. Je crois qu'il n'y a pas un seul laboratoire universitaire qui travaille sur la parentalité, sur les fonctions de la parentalité. Il y en a des centaines qui travaillent sur l'école, et pratiquement aucun qui travaille sur la parentalité, l'aide à la parentalité. À des parents qui le plus souvent ne sont pas démissionnaires, mais sont démunis. Hein. Puis avec des problématiques quand même qui sont compliquées. Hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent réellement comment contrôler l'usage du téléphone portable d'une jeune fille de 14 ans et demi. Mais enfin, si vous savez, il faut écrire un livre. Hein. Ça va être un best-seller. Hein. Bon. Parce que ce n'est pas évident. Et la plupart des gens sont démunis devant ce type de problématique. Donc je pense que là, nous avons encore du travail à faire. Et puis alors, sur le contrat d'engagement républicain évoqué par monsieur, je pense qu'il y a un malentendu fondamental. C'est que par définition, toute association qui rentre dans le cadre de la loi de 1901 s'engage à respecter les principes de la République. Par principe. Puisqu'elle sollicite de la République sa reconnaissance comme association. Et c'est dit dans les textes de la loi de 1901. Alors le fameux contrat d'engagement républicain qu'on oblige aujourd'hui les associations à signer,
m'inquiète un peu. Je suis comme vous, il m'inquiète un peu. On a vu comment il a été utilisé à Poitiers contre Alternativa, par exemple, d'une manière que je trouve absolument un peu invraisemblable. Et j'étais attentif au fait que, par rapport au mouvement d'éducation populaire qui se sont manifestés à ce moment-là, le ministère de l'Éducation nationale a cru bon de redire que la mise en œuvre de ce contrat ne relevait pas de lui, mais du ministère de l'Intérieur. C'est là qu'il y a une vraie difficulté. C'est que on voit une irruption des préfets au nom de ce texte dans les activités associatives qui parfois débordent quand même assez largement le simple problème du respect des principes de la République. Hein ? Parce qu'à ma connaissance, dans l'affaire d'Alternativa de Poitiers, les principes de la République n'avaient pas été bafoués. Hein ? Et donc là, on est devant un texte dont l'utilisation me paraît poser un certain nombre de problèmes. Bon, et je pense que là-dessus, le débat républicain ne s'est pas déroulé d'une façon suffisamment approfondie. Et en particulier qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur le caractère quasiment fondateur de la loi de 1901, qui est la seule loi rousseauiste de notre pays. Hein. Parce que notre démocratie, c'est Montesquieu, c'est pas Rousseau. Hein. Les associations sont aujourd'hui, juridiquement, les seules institutions authentiquement démocratiques, dans leurs principes. Alors dans la réalité, c'est tout à fait autre chose, hein, évidemment. Mais dans leurs principes authentiquement démocratiques. Là-dessus, tu as peut-être des choses. Oui, bah, j'ai un petit peu des choses. La première, sur votre intervention sur les classes, comme vous le savez, Éric Ciotti se targue d'avoir fait afficher dans toutes les classes de primaire et de collège la Marseillaise et le drapeau de la République et le drapeau européen. Oui, enfin, ça a été voté, c'est la loi Ciotti qui a imposé ça. Et donc, la Marseillaise est très, très utile dans les stades de foot et les stades de rugby. Par contre, moi, j'engage tous les enseignants, s'il y en a beaucoup ici, j'imagine que oui, d'afficher aussi la Charte de l'environnement et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de travailler dessus. Et la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Et de travailler dessus, parce que personne ne peut vous interdire de l'afficher dans votre classe, puisque ce sont les principes fondamentaux de la... Et donc, je pense qu'il y a là vraiment un travail qui va répondre, d'ailleurs, d'une certaine manière, à votre intervention également, à savoir que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme dit bien qu'on a le droit d'avoir des croyances. Sauf qu'il y a une petite limite à cette croyance, c'est que cette croyance, ça n'est pas la loi, et que la loi fait qu'elle fixe les bornes qui garantissent à chacun des membres de la société les mêmes droits aux autres membres de la société. Tout à l'heure, à chaque fois, tu dis, tu t'arrêtes à la première phrase sur ne pas nuire à autrui. Elle s'articule avec le deuxième élément de l'article 4, qui est la réciprocité du droit. Et quand on prend ces deux éléments et qu'on les articule, en fait, on a une réponse à ce crétinisme religieux. J'invite tout le monde à lire le livre Civilisation de Laurent Binet, un truc extraordinaire sur la critique du fait religieux. Sur le vivant, je pense qu'on peut aller plus loin, effectivement, mais je pense que la Charte de l'environnement, dans ce qu'elle dit, dans ses considérants, implique effectivement cette notion d'indissociabilité entre notre milieu naturel, donc le milieu vivant et la biodiversité, et l'existence même de l'humanité. Et dernièrement, sur la question, effectivement, il se trouve que je travaille avec l'Observatoire des libertés associatives, et donc, clairement, il y a un vrai problème aujourd'hui, des vraies dérives. Je suis bien informé parce que la députée de ma circonscription est signataire de l'amendement qu'elle a essayé de faire passer justement pour faire sauter les subventions aux associations qui ne respecteraient pas le droit. Et donc, il se trouve que nous avons une réponse, plusieurs réponses d'ailleurs, de la Cour européenne des droits de l'homme sur L214. Puisque L214, en fait, est attaqué sur le fait qu'il viole la propriété.
Et de fait, la propriété est un droit sacré et inviolable, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais il ne faut pas oublier que dans les 4 droits naturels et imprescriptibles qui sont définis à l'article 2, il y a la résistance à l'oppression, qui peut s'affranchir de certaines choses. Et finalement, c'est exactement ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, sur laquelle s'est appuyée la Cour de cassation pour casser les arrêts de la Cour d'appel de Rennes contre L214. Et donc, je peux vous lire assez rapidement, c'est que le juge doit rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Et donc, en fait, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà beaucoup statué sur ces choses-là, et la Cour de cassation, dans l'affaire L214, s'appuie à 3 reprises sur des décisions différentes de la Cour européenne des droits de l'homme. La liberté d'expression, voilà, les restrictions à la liberté d'expression, ce n'est pas les restrictions à la liberté, mais la liberté d'expression qui n'est pas un droit absolu, mais un droit relatif, la liberté d'expression, puisque, comme vous le savez, on n'a pas le droit de diffamer ni d'injurier les autres dans la liberté d'expression. Donc, les restrictions à la liberté d'expression doivent répondre à un besoin impérieux, en particulier lorsqu'elles concernent un sujet d'intérêt général, tel que la protection des animaux. Vous voyez, donc, on a eu déjà tout un tas de choses, mais de fait, on a aujourd'hui, dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, des attaques répétées, multiples, contre le milieu associatif, que ce soit dernière rénovation qui passe 48 heures en garde à vue quand Alizé s'est enchaîné au filet de Roland Garros. 48 heures de garde à vue avec les menaces qui vont avec, etc., renvoi en correctionnel et compagnie. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une nécessité absolue, à mon sens, de résister, mais de résister à chaque fois en se prévalant des droits fondamentaux de la République et en disant « je résiste parce que nous sommes républicains ». Je crois que le temps est terminé, c'est ça? Voilà, oui, il est pile d'heure. Alors, je ne sais pas. C'est Marinette la chef, donc là-bas, il y a une demande d'intervention. Je ne sais pas si c'est Marinette qui décide. On peut dépasser peut-être de 5 minutes, mais pas trop, puisque Monique Pinson-Charlot intervient tout à l'heure. Oui, donc voilà, on va prendre 1 ou 2 remarques. Oui, bonjour. C'est plutôt une question. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les travaux de Mélissa Plavy, qui a notamment étudié la question de l'instruction en famille et des méthodes alternatives d'éducation, autres que l'éducation nationale, j'entends, et qui a mis en évidence que les familles qui pratiquaient l'instruction en famille, si elles n'étaient pas avec une préoccupation écologique, le devenaient suite à l'instruction en famille, ou inversement, c'était par souci d'écologie que ces personnes-là se tournaient finalement vers l'instruction en famille. Je voulais avoir votre opinion là-dessus. Et puis, je voulais avoir aussi votre opinion quant à l'attitude des rectorats et de manière plus générale de l'État vis-à-vis des méthodes alternatives éducatives, donc instruction en famille et écoles alternatives qui sont de plus en plus limitées, qui sont de plus en plus contrôlées et qui sont clairement réprimées, avec notamment beaucoup de fermetures d'écoles et d'interdiction de pratiquer l'instruction en famille hors cas principalement médicaux finalement. Pour ma part, hein, et à titre tout à fait personnel, je pense que l'école est une bonne chose pour les enfants. Je pense que c'est très bien d'aller voir ailleurs que dans sa famille. Et que l'école n'est pas simplement faite pour apprendre, parce que pour apprendre, on pourrait trouver des systèmes beaucoup plus efficaces. Elle est faite pour apprendre ensemble. Et que pour moi, le ensemble est aussi important que le apprendre. Apprendre ensemble. Et qu'à ce titre, pour moi, l'école, et pour rester dans le thème de notre débat, a une relation qui n'est pas fonctionnelle, mais organique avec la République. C'est très différent, une relation fonctionnelle et une relation organique. Une relation fonctionnelle, c'est une relation d'usage. Une relation organique est une relation de solidarité première. Donc, ma position personnelle, elle est très claire, c'est que l'instruction en famille n'est pas conforme au projet républicain. Voilà. Et au creuset que représente l'école nécessaire à mener
ce projet républicain. Cela dit, je désapprouve l'instruction en famille, mais je n'accuse pas les parents qui font ce choix. C'est deux choses radicalement différentes. Et en particulier, je pense qu'il y a un certain nombre de parents qui font ce choix pour des raisons qui tiennent à l'incapacité qu'a l'éducation nationale de prendre en charge leurs enfants dans des conditions satisfaisantes. Et en particulier, je pense à des enfants porteurs de certains types de handicap ou de certains types de sensibilité, etc. Et là, ce qu'il faut blâmer, évidemment, ce ne sont pas les parents qui font ce choix, mais une institution de la République qui ne fait pas l'effort nécessaire pour pouvoir accueillir tout le monde correctement. Voilà. Donc ma position, elle est nuancée. Moi, je ne défendrai pas sur le fond l'instruction en famille, et a fortiori dans le cadre d'une défense de la République, car je crois que l'école a une relation organique avec la République. Mais je n'accuserai pas pour autant les parents qui ont fait ce choix, si ce choix est dicté par les insuffisances actuelles de l'institution publique. Voilà. Et ces insuffisances peuvent apparaître criantes. En particulier, je pense que l'éducation nationale n'a pas fait un assez gros travail sur le rapport avec la nature, par exemple. Alors, ça commence à venir. Nous allons avoir au mois de fin avril, début mai, je crois, les rencontres à Poitiers de la classe dehors, qui sont parrainées par le ministre de l'Éducation nationale et par l'ensemble des rectorats. Donc, ça arrive, ça vient. Mais c'est vrai qu'il a fallu du temps. Il a fallu le Covid même pour que ça arrive. Mais continuons et allons dans ce sens et militons. Il y a des organisations professionnelles, il y a des partis politiques, militons pour que l'éducation nationale soit à la hauteur des ambitions de la République, res publica, pour tout le monde. Voilà ma position sur cette question, qui, comme vous le voyez, est un peu nuancée. On va prendre une dernière intervention. Peut-être là-dessus. Oui. Une question, vous avez beaucoup parlé de l'éducation des enfants. Vous avez parlé tout au début d'expérience dans l'éducation populaire, sachant que nous devons faire un changement culturel de grande ampleur, qu'il y a urgence à le faire. On ne peut pas attendre que la génération de nos enfants prenne le pouvoir. Quels sont les lieux, les espaces que la République devrait créer pour qu'une éducation populaire soit à la hauteur du challenge ? Bon, alors ça tombe bien, vous me permettez de faire ma petite conclusion, donc j'en profite. Moi, j'aurais tendance à dire que la question, c'est ce que je comprends de votre intervention, n'est pas simplement l'éducation des enfants, parce que je pense que le mur est quand même très très proche, et que donc c'est notre engagement à nous. Vous posez la question de que devrait faire la République pour, et moi je vous répondrai, c'est à nous de faire. Et donc, pour conclure, et je laisse la parole à Philippe ensuite, qui sera beaucoup plus pertinent que moi, j'ai imprimé un petit peu des déclarations des droits de l'homme, des chartes de l'environnement, des chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne. Intéressant, parce que par exemple, l'article 3 oblige au consentement des personnes. Vous voyez, c'est un truc qui peut résonner dans les oreilles de plusieurs personnes. Et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont la première déclaration, c'est l'égalité des hommes et des femmes dans tous les droits, puisque nos révolutionnaires avaient bien dit égalité des droits pour l'ensemble des hommes avec un grand H, mais quand les femmes se sont pointées dans les discussions, ça les a quand même beaucoup moins fait marrer. Je te laisse conclure. Et donc, on a été obligé de repréciser le truc le 27 octobre 1946. Je laisse Philippe conclure. Merci en tous les cas de nous avoir laissé cette parole aux organisateurs de Prime Vert. Merci à vous d'être venus si nombreux, en espérant ne pas vous avoir trop ennuyé pour ma part. Oui, sur l'éducation populaire, rapidement. L'éducation populaire est fondamentale à mes yeux. Elle a joué un rôle essentiel. Et il faudrait redire à cet égard notre dette à l'égard de Jean Zay. Jean Zay, ce grand ministre de l'Éducation du Front populaire, qui, pour la première fois, a dit très clairement, alors que jusqu'à présent, la formule de Jules Ferry, seul l'État a le droit d'éduquer,
était quasiment officielle, a dit clairement « ce n'est pas possible, l'État a le droit d'éduquer, mais la société civile doit elle aussi s'organiser et elle a une prérogative éducative et l'État ne pourra rien faire si la société civile ne prend pas des initiatives et si cette éducation populaire ne vient pas s'installer dans la cité, au cœur de la cité. » Et je crois que c'est évidemment très essentiel. Alors, elle a beaucoup été écornée, l'éducation populaire. Elle a beaucoup été abîmée par des gouvernements successifs. Et en particulier, je le dis même, vous le savez tous, mais elle subit aujourd'hui de plein fouet les conséquences de la mise en marché systématique. Hein. Pour dire les choses en termes simples, l'éducation populaire a longtemps vécu sur des relations contractuelles avec les institutions, qui étaient des relations de confiance. Aujourd'hui, tout est mis en marché, ce qui crée une concurrence entre les associations d'éducation populaire elles-mêmes, ce qui crée aussi toute une série de dysfonctionnements, puisqu'on cherche, si ce n'est à faire le plus bas prix, du moins à proposer des services avec un coût qui soit acceptable par des collectivités territoriales qui sont toujours attentives à ne pas dépenser trop l'argent du contribuable, etc., etc. Et donc l'éducation populaire est aujourd'hui peut-être pas exsangue, mais elle est quand même en grande difficulté. Et je le dis sans agressivité, mais il ne faut pas s'étonner que dans un certain nombre de nos banlieues, les imams fassent la loi. On a abandonné ces banlieues. On les a abandonnées. Les services publics les ont progressivement abandonnés. Et puis, les patronages. Il y avait le patronage catho, le patronage coco, le patronage des francas, celui de ceci, celui d'autre chose. Il y avait un tissu associatif solidaire qui tenait et qui avait une fonction émancipatrice réelle, même si elle n'était pas parfaite. Tout ça s'est délité avec le temps. Et c'est d'autant plus grave aujourd'hui que l'éducation populaire s'est délitée et n'a plus beaucoup d'influence, mais que Hanouna, lui, en a. Et que nous faisons face à une montée de la médiocrité, de la vulgarité. La vulgarité, c'est la médiocrité plus l'argent. La vulgarité, c'est la médiocrité plus l'argent. Nous faisons face à une montée d'un populisme et d'une vulgarité qui sont absolument insupportables et qui pourraient bien nous préparer des lendemains qui déchantent. Au regard de ça, l'ambition culturelle de l'éducation populaire, l'ambition sociale, l'ambition émancipatrice me paraissent absolument fondatrice et être complètement au cœur du combat que nous menons ici et qui est mené ici. Le partage des savoirs, des connaissances, c'est un peu ce qui se fait dans beaucoup des stands ici de ce salon. Ce partage par lequel nous devenons plus solidaires, moins individualistes, plus intelligents et moins abrutis, pour dire les choses en termes un peu provocateurs. Alors, comment faire exister cela aussi pour les gamins? Oui, c'est compliqué. Hein. Nous, au CMEA, on essaye, par exemple, dans les cités, on sait que pendant les vacances de la Toussaint, c'est le sommet de la consommation d'écran des gamins, les vacances de la Toussaint, hein, parce qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup d'activités socio-éducatives, les parents travaillent, etc. Vacances de la Toussaint, on a des pointes de consommation d'écran chez les enfants de 10-15 ans, qui vont jusqu'à 15 à 16 heures par jour, consommation d'écran. Hein. C'est-à-dire, pas un seul écran, tout écran confondu, le jeu électronique, le téléphone portable, la télévision, etc. Alors oui, on peut tenter d'interdire les écrans, moi je n'y crois pas du tout. Hein. Donc nous on essaye, on fait des terrains d'aventure au pied des tours, on fait venir des palettes, on fait venir un petit camion, on fait venir des outils, et puis on commence avec les 3 gamins qui sont là à construire des cabanes. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui descendent de temps en temps et qui viennent et qui s'aperçoivent qu'il y a plus de plaisir à construire des cabanes, à apprendre à utiliser des outils, qu'à rester devant son écran, à jouer aux jeux électroniques, à décaniller des soldats virtuels.
Et ça, c'est un enjeu majeur qui se pose à nous aujourd'hui, contre cette espèce de virtualisation individualiste du monde, retrouver le plaisir de faire ensemble. Voilà. Retrouver le plaisir de faire ensemble contre la virtualisation individualiste du monde. Et ça, c'est un sacré enjeu pour l'éducation populaire, mais aussi pour tous les politiques, quels qu'ils soient. Voilà, moi je m'arrête là parce que j'ai un peu tendance à prêcher après. Il y a donc plus de plaisir à faire qu'à consommer. Et donc, faisons et engageons-nous tous. Et on vient de nous dire qu'on a 5 minutes pour évacuer la salle, pour laisser la place à Monique derrière. Mais voilà, le message, c'est engageons-nous et engageons-nous sur ces fondements. Merci à tous, en tous les cas. Merci en tout cas à vous d'être venus. Voilà, c'était passionnant. On a dépassé un peu les temps, mais ils ne nous en voudront pas.